En 525 avant notre ère, l'Empire perse s'étendait déjà de la Méditerranée jusqu'aux frontières de l'Inde. Cambyse II, fils de Cyrus le Grand, venait d'hériter du trône le plus puissant du monde antique. Mais une nation résistait encore à l'expansion perse. L'Égypte, terre des pharaons millénaires, gardienne du Nil et dernière grande puissance indépendante de la région. Le pharaon Ahmosis II était mort l'année précédente. Son fils Psamétique III, jeune et inexpérimenté, avait hérité d'un royaume affaibli. Deux de ses principaux alliés venèrent de le trahir. Polycrate de Samos, maître des Cyclades et d'une flotte redoutable, s'était rallié aux Perses. Phanès d'Halicarnasse, chef des mercenaires grecs au service du pharaon, avait fait de même. Ce mercenaire connaissait tous les secrets de l'Égypte, toutes les voies d'accès, toutes les faiblesses de l'armée égyptienne. Cambyse ne laissa rien au hasard. Après avoir conquis Gaza, il transforma la cité en tête de pont pour l'invasion. L'armée perse devait traverser le désert du Sinaï, zone aride et hostile où aucune armée n'avait jamais survécu sans préparation. Mais Cambyse avait négocié avec les tribus arabes locales. Ces nomades fournirent à ses troupes des chameaux chargés d'eau douce, permettant aux dizaines de milliers de soldats de franchir le désert sans perdre un homme. L'armée égyptienne s'était massée à Péluse, à l'extrémité nord-est du delta du Nil. Cette forteresse constituait la porte d'entrée de l'Égypte depuis des siècles. Psamétique III y avait rassemblé ses meilleures troupes. La bataille s'annonçait décisive. Les Perses attaquèrent une première fois mais furent repoussés. Les défenseurs égyptiens tinrent bon derrière leurs murailles. C'est alors que Cambyse eut recours à une stratégie qui allait marquer l'histoire. Il savait que les Égyptiens vénéraient les chats comme des créatures sacrées, incarnation de la déesse Bastet. Ses soldats capturèrent environ 600 chats errants dans les environs. Lors de la seconde attaque, les guerriers perses attachèrent ces animaux vivants sur leurs boucliers. Les Égyptiens, terrifiés à l'idée d'encourir la colère de leur déesse, refusèrent de combattre. Péluse tomba sans résistance. Les défenseurs se replièrent vers Memphis, la capitale, où ils furent assiégés. La ville capitula. Psamétique III fut capturé. Cambyse pénétra en vainqueur dans la capitale de l'Égypte et se fit couronner pharaon. Maître de l'Égypte, Cambyse ne comptait pas s'arrêter là. Il voyait déjà son empire s'étendre bien au-delà du delta du Nil. 3 objectifs s'imposaient à lui. Conquérir Carthage, grande puissance maritime d'Afrique du Nord, soumettre l'Éthiopie au sud, et surtout détruire l'oracle d'Amon à l'oasis de Siwa, au cœur du désert occidental. Ce dernier objectif tenait particulièrement à cœur au roi perse. L'oracle d'Amon jouissait d'une réputation immense dans tout le monde méditerranéen. Les prêtres de Siwa prétendaient communiquer directement avec le dieu Amon, équivalent égyptien de Zeus. Cet oracle avait osé défier l'autorité de Cambyse, refusant de reconnaître sa légitimité comme pharaon. Pour le roi perse, c'était une insulte intolérable. Tant que l'oracle subsisterait, la résistance égyptienne conserverait un symbole, un espoir. Il fallait l'écraser. L'expédition contre Carthage tourna court rapidement. Les Phéniciens, qui constituaient l'essentiel de la flotte perse, refusèrent de s'attaquer à leur propre colonie. Cambyse, conscient qu'il ne pouvait forcer ses marins les plus expérimentés, abandonna ce projet. La campagne contre l'Éthiopie se révéla un désastre. Les troupes perses s'enfoncèrent dans le sud sans ravitaillement suffisant. La famine décima les rangs. Les survivants durent battre en retraite dans des conditions épouvantables. L'échec fut cuisant. Restait l'oracle d'Amon. Pour Cambyse, cette mission revêtait une importance symbolique majeure. La destruction de Siwa enverrait un message clair à tous ceux qui contestaient son autorité. Il rassembla donc une armée considérable. Selon les sources, 50 000 soldats furent mobilisés pour cette expédition. Le commandement fut confié à Phanès d'Halicarnasse, le mercenaire grec qui avait trahi le pharaon précédent. Phanès connaissait le désert, avait l'expérience des conditions extrêmes. Si quelqu'un pouvait mener cette armée à travers le désert occidental jusqu'à Siwa, c'était lui. L'armée perse quitta Thèbes, ancienne capitale de la Haute-Égypte. Les soldats savaient qu'ils partaient pour une mission dangereuse. Le désert occidental égyptien, que l'on appelait aussi le désert libyque, avait une réputation terrifiante.
Les caravanes qui s'y aventuraient disparaissaient parfois sans laisser de traces. Les tempêtes de sable y étaient légendaires. Mais les Perses avaient conquis des territoires bien plus vastes. Ils avaient traversé des montagnes, franchi des fleuves, vaincu des armées bien plus puissantes que quelques prêtres réfugiés dans une oasis. L'intendance militaire avait tout prévu. 50 000 hommes nécessitaient des quantités astronomiques de provisions. Chaque soldat portait son équipement, armure, armes, boucliers. Mais l'armée transportait aussi des vivres pour plusieurs semaines, de l'eau en quantité, du matériel de campement. Des centaines de chameaux et d'ânes avançaient avec les troupes chargées de sacs de céréales, de jarres d'eau, de viande séchée. La caisse militaire suivait également, contenant la solde des soldats et les fonds nécessaires aux achats de ravitaillement en route. Le premier objectif était l'oasis d'El Kharga, appelée simplement Oasis par les anciens. Cette oasis représentait la dernière étape avant le grand vide. Les habitants étaient des Samiens, colons grecs qui avaient fui leur île. Ils accueillirent l'armée perse sans hostilité. Les soldats se reposèrent, remplirent leurs outres, achetèrent des provisions supplémentaires. Phanès consulta les guides locaux, étudia les routes possibles vers Siwa. 2 itinéraires s'offraient à lui. La route traditionnelle des caravanes passait par les oasis de Dakhla et Farafra, puis obliquait vers le nord jusqu'à Siwa. C'était le chemin le plus long, mais le plus sûr, avec des points d'eau réguliers. L'autre option consistait à emprunter une route plus directe par le sud, à travers la Grande Mer de Sable. Cette région portait bien son nom. Des dunes s'étendaient à perte de vue, formant un océan minéral où aucun point de repère ne subsistait. Mais des puits anciens jalonnaient cet itinéraire, datant de la 18e dynastie égyptienne. Si ces puits étaient encore utilisables, la route du sud permettrait de gagner plusieurs jours. Phanès opta pour la route du sud. C'était un pari risqué, mais le général était confiant. Les guides bédouins connaissaient l'emplacement des puits. L'armée perse disposait de suffisamment d'eau pour tenir jusqu'au premier point de ravitaillement. Une fois arrivés à Siwa, ils détruiraient le temple, massacreraient les prêtres et rentreraient en Égypte couverts de gloire. L'armée quitta El Kharga un matin de l'année 525 avant notre ère. Le soleil se levait sur les dunes, teignant le sable de rose et d'or. Les soldats avancèrent en colonne, suivant les guides bédouins qui ouvraient la marche. Le terrain était encore relativement plat. Des affleurements rocheux émergeaient çà et là du sable. Quelques touffes de végétation rabougrie témoignaient de l'existence de nappes d'eau souterraines. Les premiers jours se déroulèrent sans incident majeur. La discipline régnait dans les rangs. Les soldats perses étaient des professionnels aguerris. Ils avaient conquis la moitié du monde connu. Ce n'était pas un désert qui allait les arrêter. Chaque soir, le campement s'organisait avec méthode. Les tentes se dressaient, les feux s'allumaient, les sentinelles prenaient position. Les hommes mangeaient leurs rations, buvaient avec parcimonie, puis s'endormaient sous les étoiles. Au bout d'une semaine, l'armée atteignit le premier puits. Les guides avaient bien calculé. L'eau était là, légèrement saumâtre mais potable. Les soldats remplirent leurs outres, abreuvèrent les animaux. Le moral restait bon. À ce rythme, ils atteindraient Siwa en moins de 2 semaines. La mission se déroulait comme prévu. Mais le paysage changeait. Les dunes devenaient plus hautes, plus escarpées. Le sable fin glissait sous les pieds, rendant la progression épuisante. La chaleur du jour était écrasante. Le soleil tapait sur les armures de bronze, transformant le métal en brasier. Certains soldats commencèrent à souffrir de déshydratation malgré les précautions. Les officiers ordonnèrent des pauses plus fréquentes. L'avance ralentit. Le 10e jour après le départ d'El Kharga, les guides annoncèrent qu'ils approchaient d'un autre point d'eau. Mais quand les éclaireurs atteignirent l'endroit, ils découvrirent que le puits s'était ensablé. Les dunes mouvantes l'avaient recouvert. Impossible de savoir à quelle profondeur se trouvait l'eau. Phanès réunit son état-major. Les réserves étaient suffisantes pour continuer encore plusieurs jours. Le prochain puits ne se trouvait qu'à 2 ou 3 jours de marche. Il fallait presser le pas. Le 13e jour, l'armée avait parcouru environ la moitié du trajet entre El Kharga et Siwa. Les soldats étaient fatigués, mais pas découragés. Ils avaient un vécu pire pendant les campagnes d'Asie centrale. Le désert était certes hostile, mais ils l'avaient traversé auparavant. À midi,
Phanès ordonna une halte prolongée. Les hommes avaient besoin de repos. La chaleur était à son maximum. Mieux valait attendre que le soleil décline un peu avant de reprendre la marche. Les troupes s'installèrent dans un creux entre deux dunes massives. L'endroit offrait un peu d'ombre relative. Les soldats déballèrent leurs rations, mangèrent du pain sec et de la viande séchée, burent quelques gorgées d'eau. Les conversations allaient bon train. On parlait de Siwa, du butin qu'on pourrait trouver dans le temple, de la réaction de Cambyse quand il reviendrait victorieux. Certains vétérans racontaient leurs exploits passés. D'autres jouaient au dé. C'est alors que le vent se leva. D'abord, ce ne fut qu'une brise légère, presque agréable après la chaleur étouffante de la matinée. Puis le vent forcit. Il venait du sud-est. Les soldats sentirent le sable commencer à voler. Ce n'était pas encore inquiétant. Les tempêtes de sable, ils connaissaient. Il suffisait de se couvrir le visage, de protéger les yeux, d'attendre que ça passe. Mais le vent ne faiblissait pas. Au contraire, il redoublait d'intensité. En quelques minutes, l'atmosphère changea du tout au tout. Le ciel bleu disparut, remplacé par une muraille ocre qui obscurcit le soleil. Le jour se transforma en crépuscule inquiétant. Le sable ne volait plus. Il formait désormais un mur horizontal qui balayait tout sur son passage. La visibilité tomba à quelques mètres. Les hommes ne distinguaient plus leurs camarades à 10 pas. Les officiers hurlèrent des ordres. Il fallait se regrouper, s'abriter, attendre. Mais où s'abriter dans ce désert nu? Les soldats tentèrent de dresser les tentes, mais le vent les arracha immédiatement. Ils essayèrent de former des cercles, bouclier contre bouclier, pour se protéger mutuellement. Le sable s'infiltrait partout, dans les yeux, les narines, la bouche. Respirer devenait difficile. Chaque inspiration brûlait les poumons. Ce qui se produisit ensuite, les habitants de l'oasis de Siwa ne purent le raconter que par oui-dire, des générations plus tard. Ils affirmèrent qu'une tempête d'une violence inouïe s'était abattue sur le désert ce jour-là. Le type de tempête que les Bédouins appellent la colère de Dieu, un phénomène si rare et si destructeur que seuls quelques initiés en avaient survécu pour en témoigner. Le vent atteignit une puissance inimaginable. Il ne soufflait plus, il rugissait, hurlait comme une bête furieuse. Les dunes elles-mêmes se mettaient en mouvement. Des tonnes de sable s'élevèrent dans les airs, formant des colonnes tourbillonnantes qui dansaient à travers le désert. Ces trombes de sable aspiraient tout sur leur passage. Les objets les plus lourds étaient soulevés comme des fétus de paille. Les hommes, même en armure complète, perdèrent pied. Les soldats perses luttèrent pour leur survie. Certains tentèrent de courir, espérant échapper à la tempête. Mais où courir quand on ne voit rien, quand chaque direction ressemble à une autre? Ils se dispersèrent dans le chaos. Les unités se disloquèrent. Les officiers perdirent le contact avec leurs hommes. Chacun ne pensait plus qu'à survivre aux minutes suivantes. Le sable s'accumulait à une vitesse effroyable. Les dunes changeaient de forme et de position en quelques instants. Des creux devenaient des sommets. Des sommets s'effondraient en avalanches. Les hommes qui tombaient étaient instantanément ensevelis sous des mètres de sable. Ceux qui restaient debout avançaient comme des aveugles, les mains tendues devant eux, cherchant désespérément un point d'appui, un rocher, n'importe quoi de solide. Quelques groupes parvinrent à trouver refuge dans des formations rocheuses. À environ 400 mètres de l'endroit où la tempête les avait surpris, une grotte naturelle s'ouvrait dans un affleurement rocheux. Cette cavité s'étendait sur environ 35 mètres de large, 2 mètres de haut et 3 mètres de profondeur. Sa forme et sa taille en faisaient un abri idéal. Plusieurs dizaines de soldats s'y engouffrèrent, se pressant les uns contre les autres, attendant que la furie s'apaise. Mais pour le gros des troupes, il n'y avait nulle part où se cacher. Le désert s'étendait à perte de vue, plat et nu. Les hommes s'accrochaient les uns aux autres, formant des chaînes humaines pour ne pas être dispersés. Les plus forts tentèrent de protéger les plus faibles. Certains eurent l'idée de s'allonger au sol, espérant que la tempête passerait au-dessus d'eux, mais le sable s'accumulait rapidement. En quelques minutes, ils étaient recouverts. La tempête dura plusieurs heures. Quand elle finit par se calmer, le paysage avait complètement changé. Les dunes avaient été remodelées. Ce qui était creux était devenu plein. Ce qui dépassait avait été rasé. Le désert avait effacé toutes les traces de passage de l'armée perse.
les 50 000 hommes avaient disparu. Plus aucun signe de vie, plus aucun bruit, juste le silence absolu du désert retrouvé. Ceux qui avaient trouvé refuge dans la grotte attendirent longtemps avant de sortir. Quand ils émergèrent enfin, ils découvrirent un spectacle d'apocalypse. Rien ne subsistait de leur armée. Pas de tente, pas de chameaux, pas de camarades. Juste du sable à perte de vue. Ils appelèrent, hurlèrent, cherchèrent frénétiquement. Rien. Ils étaient seuls, quelques dizaines de survivants perdus au milieu de nulle part. Certains tentèrent de creuser à l'endroit où ils pensaient que leurs compagnons avaient pu être ensevelis. Mais le sable était trop profond, trop mouvant. Chaque pelletée révélait du sable, toujours du sable. Au bout de quelques heures, ils durent se rendre à l'évidence. Il était impossible de retrouver qui que ce soit, et même s'ils parvenaient à déterrer des corps, ceux-ci seraient déjà morts, étouffés sous des tonnes de sable. Les survivants firent face à un choix terrible. Rester sur place signifiait une mort certaine. Ils n'avaient presque plus d'eau ni de nourriture. Tenter de rejoindre Siwa ou de retourner à El Karga était tout aussi risqué. Sans guide, sans provisions suffisantes, dans un désert où tous les repères avaient disparu, leurs chances de survie étaient minces. Certains choisirent de partir vers ce qu'ils pensaient être l'ouest, direction de Siwa. D'autres tentèrent de revenir vers l'est. Quelques-uns restèrent près de la grotte, espérant qu'une caravane passerait. Aucun ne revint jamais. À Thèbes et à Memphis, on attendit le retour de l'armée. Les semaines passèrent. Aucune nouvelle ne parvint. Cambyse envoya des messagers vers l'ouest, avec ordre de retrouver ses troupes. Les messagers revinrent sans avoir trouvé la moindre trace. Ils avaient interrogé les habitants d'El Karga. Oui, une grande armée était passée par là. Elle était repartie vers le désert. Ensuite, plus rien. Le roi perse refusa d'abord d'y croire. Comment une armée entière pouvait-elle disparaître? 50 000 hommes ne s'évaporent pas comme ça. Il devait y avoir une explication. Une embuscade. Mais qui aurait pu tendre un piège dans le désert? Une révolte? Les soldats auraient-ils déserté en masse? Impossible. Des troupes aussi disciplinées ne se seraient jamais dispersées ainsi. Les habitants de l'oasis de Siwa, quand on les interrogea, racontèrent qu'une tempête exceptionnelle s'était produite à cette époque. Une tempête comme on n'en voyait qu'une fois par siècle. Les Ammoniens, prêtres de l'oracle, affirmèrent que c'était la volonté du dieu Ammon. Le dieu avait protégé son sanctuaire en détruisant l'armée impie qui venait le profaner. Les Perses n'avaient jamais atteint Siwa et ne reviendraient jamais. Cambyse fut contraint d'accepter la réalité. Son armée était perdue. 50 000 soldats, des milliers de chevaux et de chameaux, des tonnes d'équipements, la caisse militaire avec ses coffres remplis de pièces d'or et d'argent, tout avait disparu quelque part dans le désert occidental. C'était un désastre militaire d'une ampleur sans précédent. Jamais dans l'histoire de l'Empire perse on n'avait perdu autant d'hommes sans même avoir combattu. La disparition de l'armée affecta profondément le règne de Cambyse. Le roi devint de plus en plus instable. Les historiens grecs, notamment Hérodote, le dépeignirent comme un tyran fou, comme étant sacrilège sur sacrilège. Il aurait tué le taureau sacré Apis, profané des temples, assassiné son propre frère Smerdis. Ces récits sont probablement exagérés, influencés par la propagande égyptienne. Mais il est certain que Cambyse changea après la perte de son armée. Le roi resta en Égypte jusqu'en 522 avant notre ère, 3 ans après la catastrophe. Il tentait de maintenir son contrôle sur le pays, mais la résistance s'organisait. Un rival, Pétoubastis III, contesta son autorité depuis l'oasis de Dakhla. Cambyse envoya peut-être des troupes pour réprimer cette révolte. Ces troupes furent probablement vaincues. Pour cacher cette nouvelle défaite, les Perses prétendirent qu'une tempête de sable avait encore frappé, répétant l'histoire de l'armée perdue. En 522, Cambyse apprit qu'un homme prétendant être Smerdis, son frère qui l'aurait fait assassiner des années auparavant, s'était révolté en Perse. Le roi rassembla immédiatement son armée et se prépara à rentrer. Il avoua publiquement avoir tué Smerdis en secret et affirma que le rebelle était un imposteur. Mais Cambyse ne rentra jamais chez lui. Il mourut en route, en Syrie, dans des circonstances mystérieuses. Selon certains, son épée glissa de son fourreau
et le blessa mortellement à la cuisse. Selon d'autres, il se suicida. L'inscription de Behistun, gravée plus tard par son successeur Darius, affirme simplement qu'il mourut de sa propre mort. Darius prit le pouvoir après avoir vaincu le prétendu Smerdis. Il stabilisa l'Empire, poursuivit les conquêtes, porta la Perse à son apogée. Mais la légende de l'armée perdue continua à hanter les esprits. Les Égyptiens en firent un récit d'avertissement divin. Les Grecs y virent la preuve que même le plus puissant des empires pouvait être humilié par la nature. Les générations futures se transmirent l'histoire d'Hérodote, qui écrivit quelques décennies plus tard le récit détaillé de cette catastrophe. Hérodote, l'historien grec né vers 484 avant notre ère, recueillit les récits de cette expédition lors de ses voyages en Égypte. Il interrogea les prêtres égyptiens, les habitants des oasis, tous ceux qui conservaient la mémoire de ces événements. Dans son œuvre monumentale, les Histoires, il consacra plusieurs passages à l'armée perdue de Cambyse. Son récit est clair. Après la conquête de l'Égypte, Cambyse envoya une armée de 50 000 hommes depuis Thèbes pour détruire l'oracle d'Amon à Siwa. Les troupes atteignirent l'oasis d'El Kharga sans problème. Là, elles prirent des guides et repartirent vers l'ouest. Elles pénétrèrent dans le désert et s'enfoncèrent dans les dunes. 7 jours après leur départ d'El Kharga, alors qu'elles se trouvaient à mi-chemin entre cette oasis et Siwa, une tempête se leva. Le vent du sud-est souffla avec une violence extraordinaire. Il souleva tellement de sable qu'il recouvrit toute l'armée. Les soldats disparurent tous. Pas un seul ne revint. Voilà ce que les Ammoniens racontèrent à Hérodote. L'historien grec précisa qu'il ne faisait que rapporter ce qu'on lui avait dit. Il ne prétendait pas avoir été témoin des faits. Mais les récits concordaient. Tous parlaient de la même tempête, du même désastre. Pour Hérodote, cette catastrophe illustrait l'orgueil démesuré de Cambyse. Le roi perse avait défié les dieux égyptiens et la nature elle-même avait vengé cette impiété. Pendant plus de 2000 ans, l'histoire de l'armée perdue resta une légende. Personne ne savait si elle était vraie ou inventée. Aucune preuve matérielle n'existait. Le désert garde ses secrets. Les archéologues qui fouillèrent l'Égypte au XIXe et au XXe siècle ne trouvèrent rien qui puisse confirmer le récit d'Hérodote. En janvier 1933, Orde Charles Wingate, officier britannique qui deviendrait célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale pour ses opérations derrière les lignes japonaises, mena une expédition dans le désert occidental. Il cherchait l'oasis légendaire de Zerzura et accessoirement l'armée de Cambyse. L'expédition ne trouva rien. Le désert était trop vaste, les possibilités de localisation trop nombreuses. En 1983, Gary Chaffetz, journaliste américain, organisa une expédition de 6 mois à la frontière égypto-libyenne. Il découvrit 500 tumulus, tombes de style zoroastrien, dont plusieurs contenaient des fragments d'os. Ces tombes dataient d'environ 1500 avant notre ère, 1000 ans avant l'armée de Cambyse. Ce n'était donc pas ce qu'il cherchait. De plus, les autorités égyptiennes arrêtèrent Chaffetz pour violation des règles archéologiques. L'affaire tourna mal. En l'an 2000, une équipe géologique de l'université de Helwan, cherchant du pétrole dans le désert occidental, découvrit des fragments de textiles bien conservés, des objets métalliques ressemblant à des armes et des restes humains. Le Conseil suprême des antiquités égyptiennes annonça qu'il organiserait une expédition pour explorer le site. Puis le silence retomba. Aucune information supplémentaire ne fut diffusée. En novembre 2009, 2 archéologues italiens, Angelo et Alfredo Castiglioni, annoncèrent avoir retrouvé l'armée perdue. Leur découverte commença en 1996, alors qu'ils cherchaient des météorites près de l'oasis de Barin, proche de Siwa. Ils trouvèrent d'abord une poterie, puis des morceaux de squelettes. En explorant la zone, ils repérèrent une grotte naturelle, un abri de 35 mètres de large qui aurait pu servir de refuge pendant la tempête. Dans cette grotte, un géologue égyptien, Ali Barakat de l'Université du Caire, exhuma des armes datant de l'Antiquité. Une dague en bronze, des pointes de flèches. À 400 mètres de là, les frères Castiglioni découvrirent un bracelet en argent, une boucle d'oreille et des perles de collier. Ces bijoux ressemblaient à ceux trouvés en Turquie et datés du 5e siècle avant notre ère, l'époque exacte de Cambyse.
les deux archéologues étudièrent les cartes anciennes et conclurent que l'armée n'avait pas emprunté la route des caravanes passant par Dakhla et Farafra. Depuis le XIXe siècle, de nombreux chercheurs avaient exploré cet itinéraire sans succès. Les Castiglioni dirigèrent donc leurs recherches vers la route du Sud, qui existait depuis la XVIIIe dynastie égyptienne. Ils réalisèrent des études géologiques le long de cet itinéraire alternatif et découvrirent des sources d'eau asséchées et d'anciens puits artificiels qui auraient permis une longue marche dans le désert. La thermoluminescence data les poteries trouvées dans les puits à l'époque perse. Lors d'une campagne en 2002, les archéologues retournèrent sur les lieux. Selon eux, une partie des soldats s'était réfugiée dans la grotte pendant la tempête,